ce que je dis aux jeunes que je rencontre chaque semaine, je leur dis s'il y a une chose que vous devez retenir de mon intervention, c'est que nos relations sexuelles, nos relations amoureuses, elles sont faites pour nous rendre vivants. Elles sont faites pour nous apporter de la joie. S'il n'y a pas de joie, c'est qu'il y a un problème. Et donc, dans ces cas-là, on va voir où est le problème et on trouve une solution. Hello les amis, alors aujourd'hui mon invitée du jour, elle va vous plaire. Elle s'appelle Thérèse Argot, elle est conférencière, sexologue et entrepreneuse. Et on va parler d'amour, on va parler d'entrepreneuriat et je pense que vous allez découvrir une facette de Thérèse que vous ne connaissez pas. Bonjour Thérèse. Bonjour Astrid. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Donc oui, on va parler d'amour parce que je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast ont envie que tu partages. Tu as une telle expertise dans ce domaine-là et ça nous touche tellement profondément que tout le monde a envie d'avoir quelques pépites venant de toi. Mais j'aimerais aussi qu'on découvre la femme que tu es et l'entrepreneuse que tu es. Parce que je pense qu'on n'arrive pas à ton niveau à faire des conférences, à être autant médiatisé, à avoir aussi un cabinet qui tourne, à être submergé, tu me le disais juste avant, par les demandes, sans une histoire derrière. Parce que et puis encore, là, j'ai cité quelques projets quelques activités que tu as, mais il y en a plein d'autres. Et ça, les gens ne le voient pas. En fait, tu es une vraie businesswoman. Et en fait derrière mes allures de petite blonde qui parle d'amour. Voilà, ouais. Tu sais, on a l'impression quand on te voit sur les réseaux que tu as un petit cabinet et que tous les jours, tu reçois tes clients. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Et ce que j'aimerais, c'est que tu nous racontes un petit peu comment on en arrive à construire un business comme ça, à se lever le matin avec autant d'énergie, autant d'envie, autant d'idées. Faut qu'il y ait un moteur extrêmement puissant et ce moteur, il a été allumé à un moment donné. Donc, raconte-nous un peu. Mais c'est vrai que c'est assez étrange, mon histoire, parce que c'est une vraie vocation. Quand je dis vocation, ça veut dire que depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant, je veux faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ça veut dire que j'avais ce grand désir... d'abord de faire de grandes choses sur Terre. Je sais que c'est complètement mégalo et j'assume ma mégalomanie totalement. Alors c'est mégalo si on le juge, mais en fait tu peux pas aller contre ta nature quand c'est un truc qui pousse à l'intérieur de toi. Je sais pas, c'est ce que tu es, tu vois. Tu peux pas aller contre ta nature. Et c'est vrai que je dis tout de suite c'est mégalo parce que dire je veux avoir un impact dans cette société, je veux laisser une trace dans ce monde, ça semble quelque chose qui ne se dit pas normalement. Alors je pense que cette idée déjà d'avoir une vie qui soit très engagée, une vie qui soit au service du bien commun, ça me vient de mon éducation. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille très catholique. C'est important de le savoir parce que quand j'étais enfant, j'étais nourrie aux histoires des saints. C'est-à-dire que les seules histoires que j'écoutais tous les soirs avant de m'endormir, c'était les saints, les saintes Thérèse, les saintes, les saints François, les saints Damien, bref, tous les saints. Et mine de rien, les saints, ils nourrissent mon imaginaire de petite fille. Et je me dis, quand je serai grande, je serai une sainte. Et voilà mon objectif de vie. Alors, la vie a fait que aujourd'hui, c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. Mais en tout cas, la petite fille que j'étais, elle voulait devenir sainte. Ça dit de toi que tu voulais faire les choses bien, en fait. Je voulais faire les choses bien, je voulais faire de mon mieux. Là, c'est peut-être mon éducation aussi du scoutisme. Enfin, j'essaye un peu d'essayer de comprendre. Mais moi, je suis la scout par excellence depuis que je suis toute petite. Alors, il faut savoir une chose, c'est très important de le savoir pour me connaître, c'est que je suis belge et en Belgique, le scoutisme, c'est une institution. Tout le monde fait les scouts, ou presque. Mais moi, je suis française, j'ai fait 10 ans de scoutisme. Ah voilà, ok. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus marqué en France, c'est un peu plus religieux. En Belgique, c'est beaucoup plus populaire. Donc voilà, il n'y a pas cette connotation. Tu sais faire un feu, tu sais dormir sous la tente. Je sais faire un feu, je dors sous la tente, je dors à la belle étoile. Je sais vivre en mode survie dans une forêt toute seule, mais j'adore. C'est ce que j'aime le plus au monde, cette simplicité-là. Et en fait, pourquoi je repense au scoutisme ? Parce que, tu sais, on fait cette promesse, faire de son mieux. Donc, depuis que je suis petite, l'éducation que j'ai reçue, c'est fais de ton mieux, Thérèse. J'ai eu la même. Ah oui. C'est intéressant. Ça te parle, ça ? Ah oui, les vies de saints et faire de son mieux, rendre service chaque jour à quelqu'un, tu vois. Et c'est dans notre ADN. Mais je vais revenir sur ce que tu as dit au début parce que tu vois, en fait, c'est comme si à la fois tu avais intégré les valeurs de ton éducation et tu avais brisé les tabous. Parce que tu pouvais dire à 10 ans à tes parents, je vais être sexologue, je vais parler d'amour aux gens, je vais parler de sexualité, je vais parler du corps humain, je vais parler du plaisir. Est-ce que tu pouvais dire Alors, quand j'étais petite, on ne disait pas ce mot sexologue. Déjà,
à mon époque, je vais vers ma vieille, je viens juste de fêter mes 41 ans, donc moi, je suis un dinosaure, si toi, t'es vieille. on ne connaissait pas ce mot sexologue. On ne parlait pas de sexologue quand j'étais adolescente. C'est vraiment un métier qui est assez récent et donc on ne le formulait pas comme ça. Par contre, je disais que je voulais parler d'amour et c'est ça qui m'intéressait. Alors évidemment, l'amour, c'est un concept qui passait très bien dans ma famille et plus tard, je l'ai ancré sur vraiment les questions aussi de sexualité parce que je pense que la sexualité, c'est le lieu par excellence aussi où on peut se connecter à l'autre et exprimer son amour. Donc voilà, c'est comme ça que je suis venue à cela. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette famille très catholique, vous savez que la sexualité dans cette communauté est faite de beaucoup d'interdits. En fait, Donc, elle est autorisée dans un cadre. Très précis. Voilà. Et il ne faut pas sortir du cadre, sinon tu vas en enfer. Oui. Et ton âme est morte. C'est violent quand même. C'est violent. Donc, j'ai été éduquée aussi avec toute cette, moi je dirais une forme de rigidité, mais ça a été intéressant parce que ça m'a permis aussi de prendre position en me disant qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, qu'est-ce qui a du sens pour moi. Mais voilà, donc en tout cas, c'est vrai de revenir sur l'éducation, je pense que c'est important pour comprendre ma personnalité. Donc à la fois la sainteté, ça semble étrange de le dire comme ça, je pense que j'ai jamais dit nulle part cette histoire-là, et aussi l'histoire du scoutisme, faire de son mieux. Et aussi, c'est très important, c'est le modèle de mes parents. J'ai des parents qui sont extrêmement engagés pour les autres. Et je pense que l'être humain apprend aussi par mimétisme. Et donc, je ne conçois pas une vie qui ne soit pas engagée. Et dans ma famille, même dans un sens élargi, à mes cousins et cousines, on a quand même tous des métiers très engagés pour les autres. Donc, c'est vrai que ça ne peut pas être autrement. On ne pouvait pas faire un métier qui n'avait pas de sens et qui n'allait pas changer le monde. Alors, chacun a sa mesure. T'en es où aujourd'hui par rapport à la religion, à la foi? Ah oui, c'est une bonne question parce que donc moi, je suis nourrie de tout ça. Et puis, à 15 ans, il se passe beaucoup de choses dans ma vie à 15 ans. Et à 15 ans, je perds la foi. Ça veut dire que je n'arrive plus à croire en l'existence de Dieu. Je me dis, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a créé Dieu. Et là, mon monde s'effondre. Mon monde s'effondre. Il faut imaginer qu'à l'époque, moi je m'appelle Thérèse, donc c'est vraiment un prénom. Tu n'as pas d'autre choix que d'être sainte quand tu t'appelles Thérèse, quoi. C'est vraiment un nom qui est chargé, qui est lourd. Et à un moment, j'avais construit toute ma vie sur cette foi très mystique. J'étais vraiment très croyante, mais très, très, très croyante, quoi. Et en un coup, tout s'effondre. Et là, c'est l'impression de vide. Et qu'est-ce qui a fait que tout s'est effondré? J'ai du mal à comprendre. C'est à un moment une prise de conscience. C'est comme si en un coup, j'avais plus les lunettes pour voir. Et je me dis non, tout ça est une construction humaine qui a du sens, qui est intéressante, qui est intelligente, mais c'est une construction humaine. Dieu n'existe pas. Et depuis, la foi n'est plus jamais revenue. Donc ça veut dire que je vis depuis très longtemps sans croire en l'existence de Dieu. Mais je reste hyper ouverte à la spiritualité. Je reste très amie avec de nombreuses personnes qui sont croyantes. Ma famille est très croyante. Donc, je baigne encore dans ce milieu que... Il y a une partie de moi que j'aime, puis une partie de moi que je me dis, il y a des choses qui posent vraiment problème. Donc voilà, je suis un peu plus la part des choses. Mais c'est très étrange de venir d'un milieu, d'avoir été biberonnée aussi à la foi, et puis en un coup de la perdre. Je trouve plus ma place. Donc voilà, donc c'est très compliqué. Un jour, il y a Libération, le journal Libération, qui a fait une 4e de couverture sur moi et qui a titré Thérèse Argot, le cul entre deux chaises. Et j'ai trouvé ça génial comme titre. Parce que intéressant. Je parle de sexualité toute la journée et entre deux chaises parce que je ne sais pas où est ma place. Je viens de ce milieu catholique sans avoir la foi. Je sais pas. Alors, la foi ne se résume pas uniquement à la religion. C'est peut-être ça, voilà. Tu peux croire en Dieu ou en une source d'amour infini, créateur de tout, sans faire partie d'une religion. Ça n'a rien à voir, en fait. Ouais. Et du coup, comment, de 15 ans, tu en es arrivé à, finalement, derrière, faire de la philosophie? Donc, tu cherchais, je l'imagine, des réponses à quelque chose, parce que tu perds la foi, tu t'engages dans des études de philosophie. C'est intéressant. Oui, j'ai besoin d'être dans les profondeurs de l'humain et ça c'est partie de ma personnalité. J'ai besoin d'aller vraiment répondre à ces grandes questions existentielles. Et alors, je viens à la philosophie parce que voulant travailler sur les questions d'amour et de l'humain, j'avais besoin aussi d'avoir une formation un peu solide pour bien penser les choses. Et je pense que c'est vrai que c'est important, ce passage par la philosophie dit beaucoup aussi de mon engagement aujourd'hui. Très vite, enfant aussi, les sujets qui m'intéressaient le plus, c'est les sujets d'amour. Et alors, aussi toujours à 15 ans, enfin, vraiment à un moment important, j'étais sur les bancs de l'école. Alors en Belgique, j'apprenais les maths, l'histoire et le néerlandais. Et
je me disais, c'est fou le temps qu'on passe à apprendre toutes ces matières et rien qui concerne nos relations d'amour. Et moi, à 15 ans, comme toutes les jeunes filles, je ne pensais qu'à ça et on ne parlait que de ça entre nous. Et je dis, c'est pas normal qu'on nous laisse sans aucune formation, sans aucune information sur ce sujet fondamental qui sont les relations humaines. Et je me suis fait cette promesse à moi-même. J'ai dit, quand je serai grande, j'irai parler d'amour dans les écoles. Et mine de rien, j'ai honoré cette promesse toute ma vie. Mais comment tu en es venue à finalement élargir, agrandir, voire encore plus grand, t'autoriser et tu vois, finalement construire comme tu en avais envie en fait. Il n'y a pas de limite. Alors, c'était compliqué pour moi de construire comme j'en ai envie. Parce que si on reparle de l'éducation, c'est toujours intéressant de revenir sur ce qu'on a reçu sur ce bagage-là. C'est que, en tout cas, dans la façon dont j'ai perçu l'éducation qui a été donnée par mes parents, il y avait quand même l'idée que c'est pas très bien d'être ambitieuse quand on est une femme. C'est pas tout à fait permis de vouloir de grandes choses. Il faut justement être humble, être modeste. Ouais, et pour donc, qui tu te prends. voilà, pour qui je me prends. C'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, je me suis auto-censurée en disant je suis mégalomane. Ça m'a fait rire. Maladie. Ouais. Parce que tu commences par ça, finalement par les tabous. Et après, tu reviens en disant, finalement, les valeurs que m'ont transmises ma famille. Mais en fait, c'est ce que j'aime chez toi. Hein. Il y a le côté valeurs, tu vois, qui sont hyper importantes parce que c'est ce qui fait qu'on est humain, c'est ce qui fait qu'entre nous, nos relations sont géniales. Quand il y a des valeurs, tu vois, des valeurs fortes comme l'amour, le don de soi, le service, le respect, etc. Mais à côté, il y a pas de cadre, il y a pas de case en fait. C'est tout est ouvert et je m'autorise tout. Et en fait, ce qui m'interpelle, c'est dans ta vie entrepreneuriale, tu as osé. Donc oui, ça n'a pas été facile, mais qu'est-ce qui a fait que tu as osé tout le temps? C'était un vrai combat. Pour moi, c'est important de le redire parce que je grandis enfant avec donc ces grandes aspirations. Et donc, il faut savoir que dans l'éducation que j'ai reçue, être ambitieuse quand on est une femme au niveau professionnel, c'est pas tout à fait permis. C'est pas tout à fait encouragé. Qu'est-ce qui était encouragé et permis alors? Il fallait que l'homme puisse avoir des grandes ambitions, mais pas les femmes. Donc toi, tu devais être femme de maman? Maman. Alors, moi, j'étais vraiment éduquée pour être mère au foyer. Ouais. Ma mère était mère au foyer et j'ai reçu toute l'éducation pour être une mère extraordinaire à s'occuper de ses enfants. Ouais, bienvenue au club. Hein, voilà, exactement. Donc, j'ai fait le job. Hein, je me suis mariée à 19 ans. J'ai été maman extrêmement tôt. Mais 19 ans? Oui, je me suis mariée à 19 ans. J'étais maman à 20 ans. Et j'expliquais à mes enfants qui ont l'âge que je me suis mariée, parce que mon aîné a bientôt 20 ans, que je n'envisageais pas la vie autrement qu'en étant mariée et mère de famille à cet âge-là. Il n'y avait pas d'autre possibilité. J'ai fait la même chose que toi. Hein. Ah ouais, je me suis mariée à 20 ans, j'étais maman à 21 ans. C'est rigolo. Ah ben voilà, ça fait un fameux point commun, c'est assez rare. Ouais, exactement. Et finalement, ta carrière, tu l'as développée après tes enfants. Tu t'es d'abord occupée de tes enfants. Et comment justement? J'ai continué. Alors, je m'occupais de mes enfants tout en faisant mes études. Okay. Donc, j'ai eu quand même 2 enfants en étant étudiante. Je les emmenais à la fac, je les allaitais à la fac. Donc, moi, j'ai accouché pendant le temps de partiel que j'ai repassé en fait plus tard. Donc, j'ai pas eu de session de rattrapage, mais j'ai réussi mon année. Et j'allaitais mon bébé. Donc, 2 semaines après mon accouchement, j'étais avec mon bébé à la fac. Et donc, j'allaitais en cours. Et puis, je tombe enceinte du deuxième. Et pareil, j'ai fait toutes mes études. J'ai fait comme des longues études avec mes enfants sous le bras. Et c'était formidable. Mais donc, c'est vrai qu'il y avait cette idée que... il y a toujours une tension au fond de moi parce que je sentais cette envie de faire des grandes choses et en même temps cette espèce d'interdiction qui vient de la culture. Je ne sais même pas si mes parents seraient d'accord avec ce que je dis. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ma perception peut-être d'enfant. Voilà. C'est vrai que en fait, je pense que tu as des frères et sœurs. Oui. Et en fait, tes frères et sœurs n'ont certainement pas la même perception que toi. En fait, avec notre personnalité, finalement, nos filtres, nos propres filtres, on interprète aussi ce qu'on a reçu. Je vais dire une chose, je pense que j'ai mis 40 ans pour m'autoriser à lâcher le frein et à pouvoir être pleinement qui je suis. C'est intéressant, le 40 ans, tu sais, on dit c'est la crise du milieu de vie, la crise de la quarantaine, mais il y a vraiment un truc. Hein. C'est-à-dire que le message que j'ai enregistré quand j'étais enfant, c'est que j'étais trop exigeante, trop intelligente, trop sensible, trop émotive, même trop jolie. C'est intéressant, je le fais exprès de le dire parce que c'est un défaut, en fait, chez une fille d'être trop jolie. Et tout était trop intense. Et donc, il fallait que je me diminue pour que les autres puissent exister à mes côtés. Sinon, j'aurais des problèmes relationnels. Donc déjà, j'ai toujours intégré qu'il fallait que je me diminue pour que les autres puissent exister à mes côtés. Alors ça, c'est super intéressant. Pour ceux qui nous écoutent, dites-nous en commentaire si vous aussi, vous avez été trop. Parce qu'aujourd'hui, c'est la 2e fois que j'entends ça. Et la 2e femme qui me dit ça, en fait, tout ce qu'elle avait de trop fait aujourd'hui ce qu'elle est géniale et ce pourquoi elle rayonne finalement à un autre niveau. Et souvent, quand on est trop, c'est que
de mon expérience de coach, je vois énormément de gens qui rayonnent beaucoup dans leur domaine et ce sont des gens qui sont trop. En fait, t'es trop parce que t'as de l'énergie à déployer à grande échelle, tu vois. Donc, bravo d'être autorisé déjà. Hein. Mais oui, mais ça a été long, en fait, de m'autoriser à tout ça parce que j'avais l'impression que c'était pas bien, quoi, ce que j'étais. Et alors, la deuxième chose aussi, c'est que l'argent est un énorme tabou. C'est pas bien d'être riche. Et j'ai des parents qui ont fait le choix, venant tous les deux de familles très bourgeoises, bruxelloises, étant éduqués vraiment dans des milieux très privilégiés. Ils ont décidé tous les deux de rompre avec leur milieu. Ils sont assistants sociaux et de gagner 3 fois rien et d'être au service des plus pauvres. Et c'est des parents très croyants et qui ont pensé que vraiment leur joie serait aussi dans une simplicité de vie et un renoncement à la richesse matérielle. Et donc moi j'ai été élevée dans une très 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 grande simplicité matérielle. Dans ma sensibilité à moi, j'ai manqué de tout matériellement. Je trouvais ça très difficile, cette enfance. Mais c'était un choix de mes parents. Mes grands-parents avaient des vies très privilégiées. Donc, il y a eu une rupture sociale qui était faite de la part de mes parents pour des raisons religieuses et des raisons de valeur. Et quand j'étais enfant, je vivais pas bien cette rupture. Ils le savent, hein, très petite. Je leur ai dit, je suis pas d'accord avec vos choix, je suis pas bien avec tout ça. Et tu avais le contraste quand tu as déchu tes grands-parents, mais c'était terrible pour moi. J'allais chez mes grands-parents qui avaient une très jolie maison. Tout était beau. Mes cousins et cousines avaient des vies très privilégiées et nous, pas. Et je le vivais très difficilement. J'avais des vêtements. Je pense que le premier vêtement neuf que j'ai eu, je devais avoir 13 ans. Mais moi, j'étais une petite fille coquette. J'aimais bien les jolies choses. Non, j'avais que des vêtements qui étaient donnés à droite à gauche. J'étais habillée comme une souillon. Vraiment, j'ai très mal vécu ça. Et je me suis dit aussi, quand j'étais petite, et je le disais parfois à mes parents, en disant, moi, ce que je ferais, c'est que j'irai aussi prêcher la bonne parole et j'irai aider les gens qui sont riches. Parce que je pense qu'il n'y a pas seulement les pauvres qui ont besoin d'aide, il y a aussi des gens qui sont très privilégiés matériellement et qui ont aussi besoin qu'on leur donne des clés pour avoir des vies heureuses et joyeuses. Et donc, j'étais assez en rébellion avec le choix de mes parents, de cette espèce de pauvreté choisie. Et pour moi, gagner de l'argent était quelque chose d'important. Mais moralement répréhensible. Et encore aujourd'hui, mes parents regardent avec suspicion le fait que je réussisse professionnellement et que je suis indépendante financièrement. Ok, donc tu étais tiraillée en fait. Ton mari, le père de tes enfants, était quelqu'un qui gagnait bien sa vie? Non, parce qu'on épouse toujours ses parents. Donc évidemment, j'ai choisi un homme en premier mari qui avait exactement la même histoire que mes parents, de famille très privilégiée, étant très gâté dans son enfance et enfant de riche, décidant de rompre avec son milieu social en choisissant un métier très engagé, en gagnant 3 fois rien. Et donc, moi, c'est ce que je connaissais. Et donc, j'ai été vers du connu qui m'a rendue très malheureuse parce que j'ai manqué de tout aussi auprès de ce mari. Mais tu vois, c'est un peu aussi cette espèce d'interdiction de réussir professionnellement, de gagner de l'argent. Tout ça était mal vu. Et j'ai mis tellement d'années pour me libérer de ces injonctions. Et encore aujourd'hui, je pense que j'ai encore un petit chemin à faire pour m'autoriser à gagner de l'argent. Et alors, en tant que femme, on va après sur ce terrain-là, parce que la richesse, c'est pour tous, les hommes et les femmes, mais en tant que femme aussi, et d'être une femme indépendante. Aujourd'hui, je vis seule, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'homme à mes côtés, et je suis indépendante économiquement. Et je sens un peu un regard qui n'est pas très bienveillant sur cet état-là, parce que ça ne se fait pas. Donc, tu vois, je viens de loin, hein, je viens de très, très loin. En fait, tous les tabous, tu as été dedans, en fait. Tu vois, c'est vachement intéressant de t'écouter. Et finalement, de les explorer. Qu'est-ce que ça t'apporte? Depuis que je m'autorise à être qui je suis, j'arrête de m'excuser d'être qui je suis. Et donc, c'est vraiment joué autour de mes 40 ans, avec un deuxième divorce qui a été vraiment très douloureux pour moi. Et là, je me suis rendu compte que c'était plus possible. Il fallait que j'arrête de m'excuser d'être la femme que je suis. Et je me suis dit une chose, en fait, Thérèse, c'est très bien qui tu es. Donc, tous ceux qui ont dit, c'est pas bien d'être trop intense, trop jolie, trop intelligente, trop ceci, trop cela. De nouveau, hein, je fais exprès de dire trop jolie parce que c'est vu comme un défaut dans notre société. Eh bien, maintenant, tu en fais une force et c'est toi et c'est génial. Et j'ai appris à me dire que c'était très bien qui j'étais. Mais c'est nouveau, c'est tout nouveau. Et quel a été le déclencheur, justement? C'est ton divorce qui a fait que... Le deuxième divorce. Ouais, parce que c'est pas toi qui l'as décidé ou parce que... Plus ou moins. Mais donc, en fait, un premier mariage pendant 13 ans, après une autre rencontre, une autre union pendant 7 ans, avec un mariage.
J'ai pas eu d'enfant avec cet homme-là. J'arrivais pas à avoir d'enfant d'ailleurs de cette union-là. Et c'est une relation qui a très, 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 très mal tourné, vraiment. J'ai plongé dans des enfers. Une relation extrêmement dysfonctionnelle. Et ça m'a obligée, en fait, c'est quand on touche un peu le fond de la piscine, à activer tes ressources. Voilà. Ouais. Et donc, finalement, avec cet homme-là, avec qui j'ai eu une libéré relation qui était vraiment, qui n'était pas une belle relation du tout. Aujourd'hui, on s'entend très bien, on a beaucoup de bienveillance l'un pour l'autre, on s'aime beaucoup. Et je suis assez heureuse de voir que malgré les enfers qu'on a pu vivre l'un et l'autre, on arrive à avoir cette douceur et cette bienveillance l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, on l'a bien dépassé. Mais c'était une relation qui m'a fait beaucoup grandir. Elle t'a poussé dans tes retranchements j'étais obligée. Pour que tu te révèles aussi. Ouais. Tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ta vision? Comment tu vois l'année 2026, l'année 2027? Qu'est-ce que tu as envie de faire et de mettre en place? Tu vois, c'est vraiment l'entrepreneuse là que je voudrais qu'on révèle. Ouais, il y a plusieurs choses. D'un point de vue du message que j'ai envie de faire passer, parce que moi, je suis animée aussi par des messages que je veux faire passer, c'est justement de ramener de la vie dans nos relations. Ce que je dis aux jeunes que je rencontre chaque semaine, je leur dis s'il y a une chose que vous devez retenir de mon intervention, c'est que nos relations sexuelles, nos relations amoureuses, elles sont faites pour nous rendre vivants. Elles sont faites pour nous apporter de la joie. S'il n'y a pas de joie, c'est qu'il y a un problème. Et donc, dans ces cas-là, on va voir où est le problème et on trouve une solution. Mais on ne reste pas dans des relations dans lesquelles on dépérit, dans lesquelles on fane. Pour moi, c'est important de faire passer ce message parce que peut-être de par mon éducation, dans le mauvais sens du terme chrétienne, qui est un peu sacrificielle, où il faut mourir pour que la vie puisse exister, il y a un truc un peu mortifère parfois qu'on peut recevoir. Ouais. On peut rester pendant des années dans des relations qui ne sont pas saines parce qu'elles ne sont pas du côté de la vie et on dépérit. Et je pense que c'est pas le concept des relations. Donc ça, c'est le message que je veux faire passer, c'est qu'on est fait pour être des vivants, joyeux. Il est super ton message et il est valable pas que pour les relations amoureuses, pour la relation professionnelle, exactement, pour les relations amicales, pour tout en fait. Exactement. Je suis vraiment impressionnée de voir à quel point beaucoup de personnes sont dans des relations qui sont mortifères. Tu comprends quand j'ai mortifères, qui sont vraiment quelque chose qui nous tire vers le bas. On n'est plus, on n'est plus vivant. Donc ça, c'est vraiment un message important. Pour la vie. Mais oui. Marie pour la vie. Ouais, mais c'est une injonction qui fait que des gens restent aussi longtemps dans une relation qui est mortifère. Tu vois. Mais regarde, c'est vrai parce que quand tu l'as dit, je l'ai entendu autrement. J'ai entendu, on se marie pour la vie. On se marie pour la vie, pour être vivant. Ah, excellent. Ouais. Mais oui, mais c'est exactement ça. On se marie pour la vie, on se marie pour être vivant. Ouais. On se marie pas pour une durée, infinie. Ouais. Et je pense que c'est ça peut-être de retourner le message et de dire mais on se marie pour être vivant, on est en lien pour être vivant. Et nos relations même aussi entre parents et enfants, nos relations comme tu dis au travail, elles sont faites pour nous rendre vivants. Et l'être humain est un être de relation. Nos plus grandes joies sont dans nos relations humaines. Mais c'est important ce critère-là parce que je pense qu'on a été nourris de discours, on est nourris aussi de films, de romans, de tout un imaginaire où les relations, elles sont destructrices et c'est normal. Ça fait partie de l'expérience. Et moi, j'ai besoin de dire non, c'est pas normal, on n'est pas fait pour ça. Okay. Et donc, il faut un petit peu rectifier ça dans l'esprit. Donc ça, c'est au niveau du message. Ouais, donc là, pour exprimer ce message-là, en fait, c'est quoi ta vision? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'aller toucher un petit peu les personnes là où elles se situent. Ça veut dire qu'à la fois, je veux continuer à intervenir auprès des jeunes, ce que je fais depuis donc toujours. Ça fait longtemps, mais je pensais qu'en vieillissant, j'arrêterais, mais ça se passe super bien, même en vieillissant. Donc j'aime beaucoup cette rencontre avec les jeunes. J'aime les jeunes. Et je pense qu'ils sentent que je les aime. Et quand je leur parle avec tout l'amour que j'ai pour eux. J'aime cette période-là de vie. Et donc voilà, donc ça, je continuerai. Mais aussi auprès des adultes, des gens qui sont célibataires, des gens qui sont en couple, donc dans le B2C, quoi, des particuliers. Et alors, ma nouveauté aussi, c'est que j'aimerais beaucoup aller aussi intervenir en entreprise parce que là aussi, il se passe des relations qui méritent qu'on puisse, qui méritent un accompagnement pour qu'elles soient aussi plus joyeuses et plus heureuses. Et ce qui se passe en entreprise a un impact dans la sphère privée. Et je le vois depuis de très nombreuses années, que je fais ce métier aussi d'accompagner des couples et célibataires. Et aujourd'hui, je voudrais aussi intervenir dans cette sphère-là. J'interviens toujours dans la sphère médiatique. Je veux être un peu partout, avec des propositions qui sont originales et qui correspondent un peu aux besoins de chacun. Mais c'est vrai que j'aime aller sur les différentes sphères pour que tout le monde puisse entendre le message. Okay. Petit, avoir de l'impact. Au milieu de tout ça, oui. Thérèse, comment elle prend soin d'elle? Comment je prends soin de moi? D'abord, ce que je fais,
ça me permet de prendre soin de moi. En fait, Oui, parce que ça te me nourrit. sens, mais je suis Ouais. tellement nourrie. Je me sens tellement à ma place que c'est une vie professionnelle qui ne m'épuise pas, qui me donne une belle énergie. Je le dis souvent quand j'anime, par exemple, des stages sous le temps d'un week-end. Je fais ça une fois par mois, des stages pour célibataires, pour couples, pour femmes. Bon. Après une journée de stage ou après un week-end de stage, moi, j'ai une énergie débordante. Alors, il se fait que je suis une 100% extravertie. Donc, vraiment, je recharge mes batteries dans la rencontre avec les autres. Donc, j'ai un métier qui ne m'épuise pas, qui me ressource. Ce qui m'a beaucoup épuisée dans ma vie, c'est quand j'étais déconnectée de ma mission de vie. Quand je m'interdisais de travailler autant que je le voulais. Par exemple, j'ai trouvé ça assez difficile la période de la petite enfance parce que j'étais tout le temps limitée par les enfants, que je mettais vraiment en priorité dans ma vie. J'étais très, très maman. Je me suis beaucoup occupée de mes enfants, que j'adore, avec qui j'ai une relation magnifique. Mais c'est vrai que c'était une période qui était plus difficile pour moi. Je suis plus heureuse aujourd'hui de pouvoir me donner à fond dans mon travail et vivre ma mission. Donc déjà, je prends soin de moi en vivant ce qui m'anime profondément. Et puis après, bon, il se fait aussi que comment je prends soin de moi, je m'écoute, quand même, je m'écoute aussi. Je suis capable de faire du sport, de voir des amis, d'avoir des belles relations aussi avec des hommes que je rencontre. Voilà, je suis nourrie de plein de choses. Donc, on peut dire que tu es heureuse aujourd'hui? Ah oui, vraiment, on peut dire que je suis heureuse aujourd'hui. Ce qui est assez déconcertant, parce que je suis une femme célibataire et heureuse. Dans mon monde, enfin le monde d'où je viens, le bonheur ne peut pas exister dans l'état de vie que j'ai. Et pourtant, oui. C'est génial que tu fasses ce témoignage-là, parce que moi, j'ai beaucoup de clients, de clientes aussi, célibataires, qui souffrent du célibat. Et en fait, ce que je leur dis, et c'est ce que je ressens chez toi, c'est vis ta vie comme si tu étais amoureuse. Oui. Mais amoureuse de ta vie, amoureuse. Tu vois, en fait, quand tu aimes ce que tu fais, ça circule à l'intérieur de toi comme si tu étais amoureuse d'un homme ou d'une femme, tu vois. De rayonner comme ça te rend scandaleusement sexy. Mais tu ne fais rien pour ça. C'est parce que tu rayonnes ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tu es fait. En fait, d'avoir trouvé sa mission de vie, sa vocation, ça te donne une verticalité qui te permet de pouvoir traverser les épreuves de la vie qui te sont données. Et je vais te faire une confidence. J'ai vécu des épreuves, donc j'ai vécu par exemple de divorce, c'est quand même très difficile à vivre. Je ne me suis jamais effondrée. C'est-à-dire que je n'ai jamais pris un seul médicament parce que je m'effondrais, je n'ai pas été dépressive, je n'ai pas arrêté de travailler, je n'ai rien arrêté. Et on peut se dire, c'est monstrueux en fait. Mes proches me disent, mais Thérèse, comment c'est possible que tu ne t'effondres pas? Mes enfants ont fait un discours pour mes 40 ans qui était, mais maman, tu es une force incroyable. Et en fait, cette force vient du fait que ma place dans la société, le sens de ma vie, je l'ai trouvé et il ne dépend pas d'un homme en particulier. J'ai aimé des hommes, j'ai été aimée d'hommes et ça ne remet pas en question les valeurs que je transmets et je crois vraiment profondément au message que je donne. La force que j'ai, elle vient du fait que j'ai trouvé ma place dans ce monde. J'adore ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre qui sort au printemps. Ah, excellent. C'est comment trouver ton axe pour être aligné, tu vois. Et le moyen que j'ai trouvé, en tout cas pour moi déjà, mais que je transmets à mes clients, c'est justement d'utiliser les émotions pour retrouver un état de bien-être, un état de joie. Et à partir de là, c'est comme si en fait tu mettais de la clarté à l'intérieur de toi et tu commences à t'autoriser à accéder de nouveau à tes ressources et à les exprimer. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu vas commencer à suivre tes désirs, à suivre ta joie. Et c'est à partir de ce moment-là où tu reprends la spirale finalement avec ton axe au milieu qui va te permettre de construire ta vie et finalement une vie réussie parce que alignée avec ton axe. Ouais. Et c'est exactement ça, c'est une verticalité. C'est une structure intérieure, mais c'est même une sensation physique. Ah vraiment mais très concrètement, quand je dis que je ne me suis pas effondrée, je ne me suis pas effondrée. Oui, ça veut dire parce que tu as cette structure à l'intérieur de toi qui te dit c'est juste, tu le sens en fait. Et mon désir à moi, c'est que tous les humains accèdent à ça. Oui. Tu vois. Et je pense que c'est possible parce que c'est pour ça que je te livre mon témoignage, parce que il faut comprendre que ça s'est élaboré pendant mon enfance et mon adolescence. Et je crois que dans cette période-là de la vie, il y a des grands rêves qui apparaissent dans notre cœur. Et est-ce qu'on a cette capacité à pouvoir écouter ces grands rêves, ces grandes aspirations, ce qui nous anime profondément? Et moi, en tant que maman de 3 adolescents, j'aime beaucoup les accompagner aussi sur ce chemin de la connaissance de soi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place déjà à ce moment-là, et c'est une chance de commencer dans la vie avec tout ça. Oui, il faut savoir que cette vocation, elle est venue
avant de rencontrer l'homme avec qui j'ai fait mes enfants, Ouais, avec qui je bien me suis sûr. mariée, etc. Donc, ça, c'était premier. Et je crois que ça explique beaucoup de choses dans mon itinéraire de vie. Alors, ça peut étonner de nombreuses personnes qui se disent comment c'est possible que cette femme qui parle d'amour, et je pense que j'en parle bien, qui répand tellement de bonnes clés pour s'aimer, peut avoir elle-même vécu des difficultés. Ça peut être un peu étrange. Aussi, je sais que ça peut sembler étrange que je ne me sois pas arrêtée de travailler alors que je vivais des séparations, parce qu'on se dit ça semble contradictoire avec son message, mais ça vient du fait que ma vocation, et je la vis de façon un peu indépendante de les relations que je peux tisser, qui, voilà, puis il faut savoir que dans une relation, on est deux, hein, donc aussi, je suis avec des hommes qui ont leur histoire, leurs imperfections, leurs difficultés, bon, bref. Et donc, voilà, pour moi, c'est des choses qui ne sont pas incompatibles. C'est Et ça donne intéressant, une j'ai grande j'ai un force. regard différent là-dessus, moi. Je crois que justement, ces failles, ces fêlures, en fait, toutes ces épreuves qu'on a traversées, elles ont deux facettes. Mm. Elles ont la facette douloureuse et la facette lumineuse. Et quand tu vis la facette douloureuse, c'est que tu es en mesure d'exprimer l'autre facette. Et je pense que toi, tu vois, tu as vécu toutes ces choses-là pour sublimer après ta vocation et le message que tu pouvais transmettre. Mhm. Tu as une empathie, une compréhension des gens à un niveau que peu de personnes ont, parce que tu sais ce que c'est qu'une Oui, fêlure, tu sais ce que oui. c'est que la souffrance, tu sais ce que c'est Mm. d'être désaligné. Tu vois, tu as traversé Ouais. beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, ça rend beaucoup plus compréhensif parce que tu sais que l'autre, il peut être... Tu sais ce que c'est que souffrir, en fait. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Et tu vois, c'est très important ce que tu dis là, parce que moi, j'avais reçu le message quand j'étais enfant qu'il fallait, d'une certaine façon, que ma vie soit exemplaire, et d'exemplaire, ça voulait dire irréprochable, pour pouvoir parler d'amour et de sexualité. Mmh. Donc, il fallait que je sois une femme irréprochable sur ce plan sexuel et sur le plan amoureux pour que mon message soit crédible. Et ça m'a donné Une pression. Ouais. une exigence qui a complètement abîmé ma vie, parce que je ne me suis pas autorisée à me mettre à l'écoute de ce que je ressentais, etc. Par exemple, ce premier mariage, c'est-à-dire que j'étais en couple avec un garçon à 18 ans, il n'y avait pas d'autre choix que de me marier avec cet homme, parce qu'une fois qu'on a commencé quelque chose, c'est pour la vie, Mmh. même si on était juste en couple et qu'il n'y avait pas encore de choix vraiment que ce soit lui l'homme de ma vie. Donc, ça m'a vraiment induit en erreur, cette idée-là, que je n'avais pas le droit à la rupture, je n'avais pas le droit à l'imperfection, à l'erreur, etc. C'est Et intéressant oui. ce que tu dis parce que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de nos rêves d'adolescents, nos rêves de jeunes. Et là, pour toutes les personnes qui nous écoutent, repensez justement à ces rêves d'adolescents et regardez votre vie aujourd'hui et où est-ce que vous en êtes par rapport à ces rêves d'adolescents. Parce que souvent, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'est autorisé à vivre ses rêves d'adolescents, ou il y en a qui sont mis dans cette voie-là, mais pas tout à fait dans le bon axe. Donc, c'est intéressant de réexplorer ça. Et ce que j'entends chez toi, c'est qu'il y a eu ces rêves et après, il y a eu oui, mais je vais quand même rentrer dans le moule et Exactement. construire ma vie comme on m'a dit que c'était bien de la construire. Exactement. C'est vraiment cette impression qu'il fallait que je rentre quand même dans un moule. Donc, imagine cette petite femme que j'étais, cette jeune fille que j'étais, et petite, avec une énergie débordante. J'étais déjà exactement comme là, tu me vois aujourd'hui, mais en version petite fille, Ouais. mais avec cette énergie hyper rayonnante. Et en même temps, des injonctions, il fallait que je rentre dans un moule, et il fallait que je sois bien dans une certaine voie qu'on m'a dit, c'est là que tu seras bien. Et Et je l'étais pas. ouais, avec quand même ce poids de si tu vas pas là, l'autre facette, Ouais. ben c'est l'enfer, Ouais. c'est je suis plus aimée de ma famille. Tu vois, il y a ces peurs-là qui Toujours, sont, ouais. qui sont Et moi, qui c'était sont présentes. terrible, en fait, Astrid. Moi, j'ai vécu une chose, toujours à mes 15 ans, c'est marrant quand j'y pense, c'est vraiment un âge charnière. Mais j'étais très amoureuse d'un garçon à 15 ans. Un jour, ma mère a découvert que j'étais amoureuse de ce garçon. Et elle s'est mise dans une très grande colère. Elle m'a dit, tu dois arrêter cette relation avec ce garçon, parce que Thérèse, tu es une fille entière, passionnée, bien sûr que tu vas coucher avec lui, mais si tu couches avec lui, tu risques de tomber enceinte. Et si tu tombes enceinte, plus jamais tu pourras parler d'amour et sexualité. Or, c'est ton rêve. Donc, si tu as cette relation-là, Ouais. tu ne pourras pas vivre ta vocation, parce que tu vas faire des erreurs morales qui vont te discréditer à tout jamais. Et donc là, je reçois 2 messages à ce moment-là. Le premier message, c'est que ton bonheur, on s'en fout. Tu es là pour servir une mission peut-être plus importante, donc ne t'écoute pas. Et puis, Thérèse, tes désirs du corps, Ouais, tes sont désirs du mauvais. cœur sont mauvais, ils sont Ouais. dangereux. Et comme tu es une femme passionnée, tu es une femme sexuelle, sensuelle, tu vas faire des choses immorales. Et là, il y a quelque chose qui s'est verrouillé en moi. Ah ouais. Pour justement vivre ma vocation que j'ai mis en premier. Et je me dis, il faut que je bloque tout ça en moi. Sauf que, bon, évidemment, ce n'était pas possible. Ouais. Et donc, ça a rejailli plus tard. Mais je pense que ta mère voulait te protéger et Bien c'était
Et c'était pour elle, c'était de l'amour et de la bienveillance. C'était son Oui. rôle de t'éduquer Oui. comme ça par rapport à son système de valeurs à Oui. elle. Et c'est là où on se rend compte que parfois, même des parents hyper bienveillants peuvent créer des blessures énormes chez leurs enfants. Mais finalement, si tu n'avais pas traversé tout ça, est-ce que tu serais la Thérèse d'aujourd'hui? Oui, ça m'embête un peu parce que parfois ma mère, elle me dit ça parce que maintenant je m'entends vraiment très bien avec mes parents. J'ai eu des moments difficiles évidemment avec eux. Ouais. Et puis mais quand on voit qui tu es finalement, je dis bon, j'aurais quand même voulu éviter. J'ai quand même pendant 40 ans de ma vie, je peux dire que j'étais pas heureuse. Ouais. Et donc j'ai quand même beaucoup souffert. Alors, Donc bon, et j'en mais- ai fait quelque chose. Astrid, Oui. j'en ai fait quelque chose. Et j'ai des bonnes années devant moi encore. Alors, tu sais, quand je démarre un coaching avec un client, Mm. je fais ce qu'on appelle son diagnostic personnalisé. Ok. Et j'utilise en fait différents outils qui me permettent de décrire sa personnalité. Et là, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai hésité à demander, tu vois, tes coordonnées de naissance et tout pour étudier le profil. Et je ne l'ai pas fait. Tu fais ça avec les coordonnées de naissance? Ouais, notamment, ouais. Bah, donc avec le signe, thème astral, etc. Alors, pas que. En fait, il y a Ok. d'autres outils que j'utilise. Ah, tu peux Et déjà en savoir fait, qui je suis. Ouais, à dis-moi. force d'étudier tout ça et de chercher, parce que je suis vraiment une curieuse de l'humain et j'aime comprendre comment chacun, dans son unicité, fonctionne, Mm. ce pourquoi il est là. Enfin, tu vois, et depuis toujours, moi, je décortique un peu les humains. Et c'est une passion pour moi. Je peux passer des heures là-dessus. Ça me passionne. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une croyance. Hein, c'est pas une vérité que je vais te donner, mais je pense que notre âme, elle arrive avec des programmes. Tu vois, des programmes dans cette vie, des programmes qui sont chouettes et des programmes qui sont moins chouettes. Et dans notre vie, il y a des challenges et des épreuves qu'on vit sous une forme ou sous une autre. Avec notre libre arbitre, on va orienter un peu, tu vois, mais qui vont faire qu'on va développer certaines qualités qui vont nous permettre de trouver cette verticalité, tu vois. Mais on est là pour trouver cette verticalité. Mais on ne peut pas la trouver si on ne transcende pas certains programmes. Et ces programmes, c'est ton transgénérationnel, tu vois, tout ce que tu as pu vivre. Pour ceux qui croient aux vies passées, etc., j'ai aucune certitude sur tout ça. Moi, j'en sais rien. Par contre, j'ai vraiment cette conviction qu'on arrive avec des programmes. Parce que quand tu vois un enfant, tu vois, toi, tu as 3 enfants, Ouais. moi, j'ai 5 enfants. Tu vois bien que on est les mêmes parents pour chacun de nos enfants. Mais ils n'ont pas du tout la même réaction. C'est pas les mêmes. Il y a rien à voir, tu vois. Et ils ont, dès tout bébé, tu vois, des fragilités et des forces. Et c'est ce qui va faire qu'ils vont finalement être les humains extraordinaires qui sont amenés à devenir en trouvant cet axe et cette verticalité. Donc, je crois que finalement, ce qu'on a vécu, même si on aimerait bien ne pas, tu vois, avoir quelque chose de tout doux et avoir grandi dans du coton, finalement, fait aussi qui on est aujourd'hui. Tu sais, je me suis posé beaucoup de ces questions-là avec mes enfants qui grandissent. On parle d'entrepreneuriat aussi avec toi dans ton podcast. Et il faut savoir une chose, c'est que moi, je quitte Bruxelles, j'ai 17 ans, je suis née en fin d'année. Je pars faire de la philosophie à Paris, j'ai pas 1 euro en poche. Donc, je suis jeune fille au père dans une famille avec 5 enfants. Je fais un double master en philosophie, c'est-à-dire je fais 2 écoles de philosophie, la Sorbonne et puis une école privée de philosophie. Je sors tous les soirs en plus parce que je suis très fêtarde. Et je gère tout ça à 17 ans. Et après, il se fait que comme je sors beaucoup, la famille chez qui je suis jeune fille au père me vire. Donc, je me retrouve à trouver un autre job. Et ce que je veux dire par là, c'est que je me suis débrouillée avec 3 fois rien. Je me souviens très bien que mes parents me donnaient l'équivalent des espèces d'allocations familiales, je ne sais trop quoi. J'avais genre 200 euros par mois. Mon loyer de ma petite chambre de bonne coûtait 350 euros. Et donc, je devais me débrouiller pour trouver l'argent pour me vêtir, pour me nourrir, pour me soigner, pour tout. Ça veut dire que je suis arrivée à Paris avec rien. Et aujourd'hui, j'habite dans un super appart et j'ai une vie très, très agréable. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai rien reçu matériellement de la part de mes parents et je sais qu'ils me donneront quasi rien quand je vis sans avoir aucun coussin, aucun héritage, ni quoi que ce soit. Et en fait, c'est à la fois très inconfortable et très insécurisant, mais c'est aussi la raison pour laquelle je me suis tellement débrouillée pour monter des projets qui produisent aussi de la valeur, qui permettent de gagner ma vie, de répondre à tous mes besoins et aux besoins de mes 3 enfants. C'est-à-dire que cette difficulté-là d'avoir manqué, c'est aussi un moteur. Donc, moi, je suis vraiment la fille ultra entrepreneuse. Je n'ai pas arrêté de bosser toute ma vie et je bosse comme une dingue. Mes enfants, eux, ils grandissent avec un certain confort de vie. Et donc, j'étais très inquiète de voir est-ce qu'ils allaient avoir la même énergie aussi pour monter des projets. Tu vois, c'est comme eux n'ont pas cette fêlure-là ou cette blessure-là ou cette fragilité, est-ce qu'ils vont mobiliser pour se lancer? Et alors, je suis assez fière d'eux parce que... alors,
on a eu des petites discussions, mais donc parfois c'était, ils le savent, hein. C'est-à-dire que si ils ont le moindre signe de l'enfant pour y gâter, ça c'est quelque chose qui peut me faire partir en vrille. C'est-à-dire que c'est impossible. Donc j'ai des enfants qui sont mais adorables, qui me remercient toujours pour tout, qui sont contents de tout. Et l'autre chose, c'est que c'est des enfants qui adorent leurs études, qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, ils sont déjà très engagés et qui travaillent aussi un petit peu pour gagner de leur argent, etc. Et donc, je suis très fière, j'ai réussi à leur transmettre ça. Mais c'était un énorme stress pour moi, tu vois, de me dire, est-ce qu'ils vont avoir la même niaque? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends parce que j'ai un petit peu la même problématique. C'est pas une problématique, mais tu vois, le même challenge. Parce que il y a une période de ma vie où, clairement, quand je me suis séparée de mon ex-mari, j'ai tout redémarré à zéro, tu vois, financièrement, tout. Et c'était pas facile pour mes enfants. Il y a mon fils qui me demande un vélo. Le maximum que je pouvais mettre dans un vélo, c'était 50 €, tu vois. Donc, j'ai acheté un vélo sur le Bon Coin. Il faisait la gueule, tu vois, à 17 ans. Il me disait, ouais, mais c'est pas un vélo comme ça que je voulais. Je voulais un vélo fluo, machin. Je dis, écoute, mon chéri, je peux pas t'offrir plus que ça aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, j'ai vraiment un confort de vie qui n'a rien à voir. J'ai tout reconstruit et je suis très confort. Et je me pose encore cette question, tu vois, j'ai mon fils qui a besoin d'une voiture. Clairement, je peux lui acheter sa voiture. Mais je lui dis, je ne lui rends pas service en faisant ça. Et je me suis souvenue d'une histoire qu'avait racontée Tony Robbins lors d'un séminaire. Il disait, lui, c'est pareil, il peut offrir 10 voitures à son fils s'il en a besoin. Et c'était pour sa fille. Il lui a dit, écoute, tu mets 1 €, je mets 1 €. Et c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Donc, il a travaillé pendant 6 mois pour se payer la moitié de la voiture. Et au départ, il voulait s'acheter une voiture pourrie. Il essayait pourrie, avec son budget. Et je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas d'accord parce que je veux que tu sois en sécurité. Donc, tu mets 1 €, je mets 1 €. Et finalement, je pense qu'on peut arriver, même en ayant un confort de vie, à éduquer nos enfants. Et je reviens aussi en plus de ce que tu dis, sur l'exemplarité. Mes enfants me le renvoient beaucoup et je suis heureuse de ça. Ils me disent que je suis aussi un exemple pour eux. Ils voient que je monte mes projets, ils voient que je travaille, que je me démène en fait pour avoir la vie qu'on a et qu'en plus, ça m'apporte de la joie et que j'aime ce que je fais. C'est marrant ce qu'ils m'ont dit. De toute façon, nous, on ne pourrait pas faire un autre métier qu'un métier dans lequel on a de l'enthousiasme et de la joie. Et parce que on voit que et toi et leur papa aussi a un métier qu'il aime beaucoup. Donc, c'est des métiers très engagés et ils ne pourraient pas faire autrement. Donc, tu vois, donc on apprend, comme j'ai dit tout à l'heure, par mimétisme aussi. Mais tu vois, c'est parce qu'on parlait d'histoire des fêlures, des blessures, des manquements qui peuvent être aussi un moteur et une force. C'est clairement, je le redis, mais c'est ce qui fait la personne que tu es aujourd'hui et la valeur que tu peux transmettre. Pourquoi tu es aussi à l'aise avec les jeunes? Toi, ta transition, elle était à 15 ans, tu vois. Ouais. Donc là, tu vois, c'est génial parce que finalement, ce podcast, il est parti dans une autre direction, mais on est revenu à l'essence de ce qui fait de l'entrepreneuse que tu es aujourd'hui. Et là, pour finir, qu'est-ce que tu aurais envie de partager plus dans le côté businesswoman? Je pense que je reviens sur cette espèce d'alignement avec ce pourquoi est-ce qu'on est fait, c'est-à-dire de se connecter à une émotion que j'aime beaucoup, c'est l'émotion de l'enthousiasme. D'aller là où je ressens un enthousiasme et de renoncer à ces lieux où on n'a pas cet enthousiasme-là. Parce que comme on va faire les choses avec un certain enthousiasme, eh bien ces choses, elles vont apporter que des aspects positifs, on va avoir des bons retours et donc ça va bien se passer, ça va générer après de la demande et on va gagner de l'argent comme ça. Donc de choisir, de faire des choix en fonction de cette émotion de l'enthousiasme. Moi, je me la pose plusieurs fois par jour. Même par exemple pour venir à ton podcast. Est-ce que j'en ai envie? C'est-à-dire, est-ce que ça me rend vivante? Est-ce que ça me rend joyeuse de venir te rencontrer? Bon, je ne te cache pas que j'ai eu beaucoup de demandes de podcasts. Je ne peux pas dire oui à tout. Et donc, c'est difficile pour moi de dire non. Je suis une personne qui adore dire oui. Donc, mais j'aime bien me dire cette phrase-là aussi. Quand je dis non à quelque chose, à quoi est-ce que je dis oui? Et donc, en fait, finalement, de choisir tous les choix qu'on a à faire dans la journée, des petits choix ou des grands choix, est-ce que ça va m'apporter un surcroît de vie, de joie? Et le simple fait d'être dans cet enthousiasme et cette joie fait que le business va fleurir. Parce qu'on va être très bon dans ce qu'on fait. Donc, on va pouvoir générer à la fois de l'argent, de l'abondance, quoi, parce qu'on est là où on est à sa place. Et dès qu'on sent qu'on est fatigué, qu'on s'épuise, c'est qu'on n'est pas à sa place. Pour moi, c'est vraiment l'enthousiasme qui est vraiment l'émotion à écouter. J'adore. Merci. Ça te parle? Donc, suite à joie. Oui, suite à joie, vraiment. Ta joie, ouais. Merci pour cet échange. Merci Thérèse, merci pour ton temps.